Dans quelques heures, le coup d'envoi des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 sera donné avec la rencontre Angola-Namibie lorsqu'il sera 18 h et Cameroun-Nigeria lorsqu'il sera 21 h. Quelles deux nations rentreront avec le ticket pour les quarts de finale? En fait, nous le saurons tout à l'heure. Mesdames et messieurs, chers amis sportifs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Écho de CAN, émission sportive consacrée à la 34e édition du Festival du football africain qui se déroule en terre ivoirienne. Pour vous entretenir durant cette émission, je suis accompagnée de Loïc Elodie Foka, traducteur sportif. Bonjour Loïc. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir d'être là ici aujourd'hui. C'est une grande première et j'espère vraiment qu'on passera une agréable heure. Merci Loïc. À côté de vous, nous avons Ambassa Junior. Lui, c'est un analyste sportif et en dehors de ça, il est président du Conseil national de la jeunesse pour le département du Vouri. Bonsoir ou bonjour encore, Ambassa Junior. Bonjour Fabiola. C'est un honneur pour moi d'être là sur la meilleure des chaînes panafricaines Média TV. C'est la première d'ailleurs. Je remercie d'abord la maison d'avoir pensé à ma modeste personne pour pouvoir venir donner mon avis à éclairer la lanterne des téléspectateurs. D'accord. Ambassa, nous allons prendre une transition pour permettre à nos chers téléspectateurs et à nos panélistes sur le plateau de bien... Si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que vous êtes sur Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Après l'échauffourée qui s'est passée dimanche dernier entre le sélectionneur marocain et le capitaine de l'équipe de la RDC, Vemba, la CAF avait annoncé faire une requête. Le lendemain, la CAF a prononcé son verdict sanctionnant les parties prenantes. Mais ces sanctions pesaient plus sur le sélectionneur marocain. 48 heures seulement après avoir sanctionné le coach marocain sans évoquer clairement de quoi on lui avait été reproché, la CAF est revenue sur sa décision, toujours sans plus d'informations. Loïc, quelles sont vos impressions? Ça reste toujours le flou total. Ça reste toujours le flou total dans cette histoire parce que jusqu'à présent, on se demande ce qui a bien pu se dire, qui a bien pu se passer sur ce terrain. Mais honnêtement, au moment où nous sommes, je préfère vraiment qu'on s'en tienne aux décisions de la CAF, même si elles peuvent censées controverser parce que selon aussi certaines récentes informations, la suspension de Djamel Belmadi aurait été, pas de Djamel Belmadi, pardon, Walid Regragui, pardon, aurait été allégée. Et pour moi, ça reste toujours le flou total concernant cette histoire. On n'a pas, je ne sais pas si une enquête a été véritablement menée et quelle conclusion a été tirée. Mais aujourd'hui, pour moi, ça reste le point noir de cette compétition. Le point noir parce que avant cet incident, il y a eu ce sélectionneur en conférence de presse qui parlait du pouvoir qu'avaient les autorités marocaines sur la compétition, sur la CAF et pourquoi pas peut-être aussi une influence sur les décisions qui peuvent être prises et tout ce qui va avec. Donc pour moi, je reste toujours dans l'incertitude concernant toute cette histoire, mais tout ce que je souhaite maintenant, c'est qu'on retourne à la compétition et qu'on mette ce différend de côté afin qu'on puisse profiter de cette belle fête du football africain. D'accord. Loïc, rappelons que le capitaine de la RDC a fait savoir que le sélectionneur marocain aurait tenu des propos mal placés contre lui, mais le sélectionneur marocain parle juste d'une montée d'adrénaline d'après match que ça arrive dans toutes les compétitions, toutes les rencontres. Oui, on parle de montée d'adrénaline, c'est vrai, mais ces joueurs, ces entraîneurs et tous ces acteurs du football sont aussi en quelque sorte des représentants. Ils nous donnent l'exemple, ils donnent l'exemple aux plus jeunes. Et le sport
le sport dans le football, c'est une discipline où on prône le respect de l'adversaire. C'est pour ça qu'avant le début de chaque rencontre, il y a cette poignée de main. Après le match, il y a ces poignées de main qui s'échangent. C'est pour montrer que le football est un sport où on prône ce respect. Alors, ces images, ces échauffourées, ça arrive. Mais il est aussi du devoir de ces on va dire, de ces acteurs de sport de montrer l'exemple, même en cas de mésentente, d'incompréhension. Surtout que lorsqu'on visionne les vidéos, on visionne les images, on voit que le nœud du problème, il est assez, pour moi, il est assez banal. C'est vraiment pas un motif de discorde. Maintenant, il y a des choses qui ont été dites jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai tout à l'heure parlé comment dire, de flou. Il y a des choses qui ont été dites entre Chancel Bemba et Wally Regragui, dont on ne saura probablement jamais le contenu, peut-être des années plus tard, mais j'espère vraiment que ça n'a pas été grave et que les deux hommes se réunissent, peut-être je sais pas quoi, apaiser les tensions, parce que ça a eu des répercussions aussi, pas seulement sur le terrain ou bien sur les équipes, mais également au niveau des supporters. On a vu Chancel Bemba qui recevait beaucoup d'insultes racistes, malheureusement, pour cette petite altercation qui, pour moi aujourd'hui, a eu plus de dégâts sur la communauté football que sur les acteurs qui étaient impliqués. D'accord, merci. Loïc, Ambassa Junior, au vu des faits de la CAF, des actes de la CAF, peut-on parler d'un rétropédalage? Oh, Fabiola, je ne dirais pas ça. Rétropédalage, c'est trop dire. Mais il y a des questions à se poser sur le poids qu'occupe la nation marocaine aujourd'hui sur l'échiquier footballistique, parce qu'il faut le rappeler, en 2026, ils auront un choix, ils ont une place de choix dans l'organisation de la Coupe du Monde. Et c'est une des nations en Afrique qui, en termes d'infrastructure, est mieux lotie. Mais bon, moi, je vais retourner la question autrement. Je dirais quelle est l'importance accordée à la CAN par la Coupe d'Afrique des Nations, par les pays de l'Afrique du Nord. Moi, c'est cette question que moi je voudrais poser, parce que, voyez-vous, ces peuples de l'autre pan du continent ont tendance à avoir des airs de supériorité. Parce que d'ailleurs, ce n'est pas le seul pays qui se voit un peu nettement supérieur aux autres. On peut aussi interpeller les frères amis l'Algérie qui ont tendance à se croire supérieurs. D'ailleurs, les propos récents du sélectionneur algérien le prouvent en disant que la Coupe arabe est nettement supérieure à la Coupe d'Afrique. Mais ça, la preuve encore qu'ils sont de très mauvaise foi. Et je dirais aussi que le retour ou bien la révision de la sanction du coach Walid est dû, à mon sens, à un premier écart de conduite, parce que généralement c'est un monsieur qu'on sait, ça a été un footballeur d'abord aussi, un très bon défenseur, mais ça c'est un monsieur qu'on entend rarement sa voix, très rarement d'ailleurs dans le jargon footballistique. Et je crois que c'est ça qui a pris à sa faveur, parce que on s'est rendu compte que c'est une première fois qu'il commette une petite erreur. Donc, mais c'est la preuve aussi que Chancel Bemba n'avait pas tort et qu'il y a eu des propos avancés. Mais la CAF, en réalité, devrait se saisir de cette affaire de façon franche pour pouvoir établir sa souveraineté. Établir sa souveraineté, ça veut dire qu'elle devait prendre des mesures, des sanctions fortes pour montrer qu'elle est le garant et elle est le patron du football en Afrique. Peu importe qu'il y ait chantage ou pas, mais que la CAF est sur son territoire et c'est sa compétition et elle est maîtresse des lieux. D'accord, merci Junior. Nous allons passer à toute autre chose, donc la fiche du jour.
Je reste avec vous, Ambassa Junior. Comme j'ai dit plus tôt, les quarts de finale commencent tout à l'heure avec le match Angola-Namibie. Selon vous, quelle est l'équipe qui vous semble plus à même de remporter cette rencontre au vu des prestations lors des matchs de poule? On ne va pas faire la langue de bois au vu des prestations. Si on reste sur la logique, moi je dirais l'Angola. L'Angola revient au premier plan. C'est une équipe qui est sortie première de sa poule. Et elle a démontré tôt le savoir-faire. Et qu'aujourd'hui, si on fait un constat général de la CAN, on verra que la plupart des pays qui ont un championnat fort, qui ont un championnat haut, parce qu'il faut le dire, j'aime à le dire, le football c'est le divertissement. Le divertissement demande de l'investissement financier. Ces pays comme l'Angola, la Mozambique, la Mauritanie, le Namibie sont des pays où on met énormément d'argent dans le foot aujourd'hui et les résultats suivent parce qu'ils ont un collectif fort. Ce sont des pays où il y a constamment des regroupements, donc il y a de la cohésion et ça s'est démontré aujourd'hui. Ils ont fini premier de leur poule. Donc, je dirais que de façon logique, l'Angola est favorite, mais c'est du foot. À ce stade de la compétition, c'est un autre tournoi qui commence. Parce qu'un tournoi ne se gagne pas uniquement avec le savoir-faire. Aujourd'hui, la psychologie, le mental a une place de choix dans le milieu sportif. Donc c'est celui qui a un plus gros mental, c'est celui qui a envie le plus qui va gagner cette rencontre. Parce que la Namibie, c'est d'office qu'elle est donnée perdante. Donc elle n'a rien à perdre. Mais comme ce sont des voisins, ils sont pas très loin, ils ont l'habitude, je crois, de se côtoyer, ils se connaissent naturellement. Je pense que ça sera un match âprement disputé. Je ne serais pas surpris aussi si on me dit que si la Namibie gagne, je ne serais pas surpris de voir la Namibie gagner parce que on a vu son football. Elle peut savoir faire de dos rond et être efficace à la fin. Parce qu'aujourd'hui, c'est gagner un foot. Aujourd'hui, ce n'est pas qui va produire le beau football qui est important, mais c'est qui va gagner pour aller au second tour qui compte. D'accord, merci Junior. Loïc, pensez-vous toujours que c'est l'Angola qui prendra le dessus? Il faut rappeler qu'on peut dire que cette équipe a un handicap parce que le défenseur Nourio Fortuna est forfait. Le milieu Load Augusto a quitté le groupe pour des raisons dites familiaux, et tandis que Benedito a claqué la porte à raison de son rôle secondaire dans l'équipe. Bon, ça reste le favori. Ça reste le favori, notamment aussi en fonction de l'adversaire. Respect pour la Namibie et pour ce qu'elle développe depuis plusieurs mois. Je tiens d'abord à rappeler que c'est une équipe qui s'est qualifiée, qui était dans la poule de l'équipe du Cameroun. Donc c'est une équipe dont on a déjà vu de quoi elle est capable. On a vu que c'est une équipe qui est capable d'aller créer la sensation, que ce soit dans son stade ou bien à l'extérieur. Et face au Cameroun, on avait vu ce match déjà qui avait été accueilli en Afrique du Sud parce que le pays n'avait pas de terrain homologué, mais a quand même pu en terrain neutre montrer, on va dire comme on dit en langage familier, sortir les crocs. Donc ça ne change rien au statut de l'Angola parce que pour moi c'est une équipe qui est dans une continuité de ce qu'on a vu en phase de poule. Et la très bonne ambiance qui règne au vestiaire nous fait croire que c'est un groupe qui vit bien. Même s'il y a des individualités qui estiment qu'ils auraient, peut-être qu'ils joueraient, qui estiment qu'ils ont besoin de plus de temps de jeu et tout. Honnêtement, c'est un groupe qui vit bien et je dis toujours dans le football, le groupe, ça prévaut toujours sur l'individuel. On n'a pas besoin de stars à tous les postes, on n'a pas besoin d'avoir une équipe garnie de 25 stars pour développer un football cohérent. On a besoin de joueurs qui veulent être là, des joueurs qui sont prêts à se battre, encore plus quand il s'agit de la nation. Alors, justement, c'est ça le plus important. Pour moi, je mettrais une pièce pour l'Angola, mais c'est la CAN. C'est la CAN et on dit souvent que les phases d'élimination directe, c'est une autre compétition. Parce que là, à partir de 18 h, c'est une autre compétition. Tout ce qui s'est passé en phase de poule,
ça n'a plus rien à voir, ça c'est une autre phase. Les équipes comme Junior Ambassa l'a dit tout à l'heure, les équipes jouent leur va-tout et n'ont plus rien à perdre, notamment ceux qui sont qualifiés de petits poussets. On va voir la Namibie qui va aller tenter par exemple de décrocher, au vu aussi de ce qui s'est passé précédemment. On a vu qu'il y a des petites équipes qui partent titiller les grandes équipes. On a vu la Gambie qui a été à 2 doigts de sortir l'équipe du Cameroun. On a vu la Guinée équatoriale qui allait mettre 4 à la Côte d'Ivoire. Donc ce sera forcément un motif supplémentaire pour dire, voilà, si ça arrive aux autres, pourquoi pas nous? Mais ce sera, comme je l'ai dit, honnêtement, je mettrai une pièce sur l'Angola. Mais je n'enterre pas la Namibie qui voilà, nous a déjà montré de belles choses. Et j'insiste encore sur ce fait, c'est la CAN. Et une compétition comme la CAN est tellement imprévisible. D'accord. Merci, Ambassa. Non, Loïc. Foka. Autre match qui nous intéresse ce soir, c'est Cameroun-Nigeria. Après une qualification dans le Hemley face à la Gambie, pensez-vous que le Cameroun va battre le Nigeria ce soir? Quelles sont les chances du Cameroun? Alors, j'ai 2 avis. Il y a d'abord l'avis du Camerounais. C'est-à-dire, je suis Camerounais, tout ce que je veux, c'est que mon pays aille le plus loin possible. Moi, je veux voir mon équipe soulever ce trophée, ce 6e sacre qui va nous rapprocher de l'Égypte. D'un autre côté, le côté analyste sportif, c'est-à-dire que je prends en compte les éléments, on va dire, factuels, actuellement. J'ai beaucoup de craintes, j'ai beaucoup de doutes, je n'ai pas suffisamment de certitude pour cette équipe du Cameroun, parce qu'en face de Pôle, on a montré énormément. Disons, l'équipe du Cameroun a montré énormément de signes de fébrilité défensive. L'équipe a encaissé, je crois, 6 buts en 3 matchs. 3 contre le Sénégal, 1 but face à la Guinée, 2 buts face à la Gambie. Et, je précise bien, les 2 buts face à la Gambie, c'était des erreurs de placement, des erreurs des erreurs créates défensives. Et cette fois-ci, on a un adversaire d'un autre calibre. Disons, on va dire du calibre du Sénégal. Parce qu'en face, niveau attaque, c'est quand même chargé. Vous avez des joueurs comme Victor Osimhen, qui est le ballon d'or, qui est l'un des meilleurs attaquants au monde actuellement, pas seulement africain. Moi, je le mettrais dans le top 5. Vous avez des joueurs encore comme Terence Mofi. Vous avez d'autres joueurs même qui ont été absents. Je veux dire, on va dire heureusement pour nous qui sommes Camerounais. Donc, lorsqu'on joue face à une équipe qui a une attaque aussi virevoltante, même si jusqu'à présent, le potentiel de cette attaque n'a pas pu être exprimé en grande partie dans cette compétition. Et qu'en face, on a une équipe du Cameroun qui, défensivement, est très fébrile. On est quand même en droit de se dire, comment ça va se passer. Mais j'espère vraiment que le sélectionneur Rigobert a trouvé la formule, peut-être en entraînement, ou bien après le match face à la Gambie, la formule défensive qui va permettre de boucher les trous, qui va permettre de mieux défendre face à des équipes qui ont des attaques virevoltantes. Ce sera vraiment pour moi la clé du match. Et en attaque aussi. Jusqu'à présent, il y a ces statistiques. L'équipe du Cameroun a cadré 6 tirs et en a marqué 5. Sur les 5 buts qui ont été marqués, tous sont venus des centres. Centre de la tête et tout. Il n'y a aucun but qui est venu sur des attaques placées, des combinaisons entre des joueurs au milieu de terrain. C'est toujours des ballons qui sont venus des centres. Corner, coup franc. Et pour moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que je me dis, on va dire la créativité, on a l'impression que l'équipe du Cameroun manque de créativité. Lorsqu'il faut se créer des occasions pour aller marquer des buts, ce sera compliqué, encore plus que face à une équipe comme l'équipe du Nigeria, qui est historiquement d'abord l'une des plus grandes nations du football africain. Rencontrer le Cameroun, pour moi c'est dans un gros derby, il y a un surplus de motivation. Ce sera difficile si l'équipe n'est pas créative, parce que si on coupe les circuits de centre, ça sera très très difficile, ça ne peut pas marcher tout le temps. En moyenne, des équipes de football ont un taux de conversion de centre de 15-20%. Dans le centre, ce n'est pas, pour moi, une solution sur laquelle des équipes doivent s'appuyer pour pouvoir attaquer l'adversaire. Donc, les clés du match pour le Cameroun, pour pouvoir sortir vainqueur de ce Cameroun, de ce choc face au Nigeria, sera de pouvoir être plus créatif. Il faudra que l'équipe du Cameroun soit plus créative et que défensivement, soit plus solide défensivement. Parce qu'en face, ce sera du lourd. D'accord, vous avez parlé de créativité et vous avez aussi parlé de formules que le sélectionneur devrait mettre en place. Pour vous, quelles sont ces formules en dehors peut-être de la défense que vous venez de citer? Oui, bon, je disais tout à l'heure qu'on a malheureusement, c'est l'équipe nationale de football. Donc il y a ces contraintes, on n'a pas le choix de joueurs, on n'a pas la possibilité d'aller, par exemple, comme en club,
de mettre des indemnités de transfert pour faire venir des joueurs ici. On n'a pas le choix. Donc, on a obligation de composer avec des joueurs qui sont là. Donc, je pense que le groupe à la disposition de Rigobert est, pour moi, assez satisfaisant. Satisfaisant, même si c'est un avis controversé, pour pouvoir développer une certaine, disons, mettre en place une certaine, un certain plan de jeu. Et quand je parle de créativité, c'est de permettre aux joueurs comme Zambo Anguissa. Pour moi, Zambo Anguissa, c'est un joueur qui a cette capacité de combiner les capacités athlétiques avec des capacités techniques. Donc c'est un joueur qui est costaud, qui est capable d'aller au duel, récupérer des ballons. Et c'est également un joueur qui a la vista pour faire une très belle passe, pour voilà, décaler le joueur sur le côté ou bien créer des occasions. Moi, je pense que le sélectionneur devrait bâtir un milieu de terrain capable de mettre Zambo Anguissa dans des dispositions qui lui permettraient de rapporter quelque chose en attaque. Souvenez-vous, le but de l'égalisation face à la Gambie, pardon. La Gambie, c'est lui qui crée le décalage pour Chateau, qui fait le centre et le Gambien met le ballon dans la surface. Donc c'est un joueur qui a cette capacité-là. Et déjà même face à la Guinée, face au Sénégal, il y a eu des occasions où dans le final third, les 30 derniers mètres, voilà, c'est comme ça que ça se dit, dans les 30 derniers mètres, il a démontré suffisamment de classe pour pouvoir faire une passe, décaler son coéquipier sur le côté et pouvoir effectuer des centres. Donc, je pense qu'on devrait énormément capitaliser là-dessus, ou pourquoi pas rajouter de la fougue et de la jeunesse dans ce milieu. Le jeune Elliott, par exemple, moi j'ai vu des bouts de match qu'il a pris avec l'équipe du Cameroun. Pour moi, a montré suffisamment de fougue, de témérité. Il sera capable, pourquoi pas avec sa qualité de passe, pouvoir déstabiliser un bloc au milieu de terrain. Donc j'aimerais vraiment voir ça dans ce milieu de terrain de l'équipe du Cameroun, afin de permettre aussi aux ailiers, disons, de faire autre chose que de centrer les ballons. D'accord. Merci, n'est-ce pas, Loïc. En Massa Junior, on peut dire le Cameroun et le Nigeria ont eu à jouer 7 matchs, on peut dire, en phase de finale des Coupes des Nations. Et en 7 matchs, le Cameroun en a remporté 3 défaites et 1 match nul. Pour vous, ça représente quelque chose pour ce soir, c'est pas? Oui, l'histoire est têtue. C'est la réalité aussi. L'histoire est têtue. L'histoire, les chiffres parlent. Pour ceux qui sont historiens, ceux qui sont statisticiens, ils savent que on se base toujours sur l'histoire. Bon, mais après, je dirais que c'est un autre match. Le Cameroun a un ascendant généralement sur le Nigeria. Surtout parce que non seulement nous sommes frontaliers, on a plus de coupes remportées que le Nigeria. Ce qui revient à dire que le Cameroun est habitué à gagner des CAN hors de sa zone de prédilection. Ça veut dire que chez les autres, donc le Cameroun a ce savoir-faire qui n'est pas donné à tout le monde. Lorsque je dis ça, je dis donc que il ne faudrait pas que nous soyons dupes. Le Cameroun s'est toujours appuyé sur 2 valeurs. C'est son fighting spirit et son côté physique. La plupart des CAN que nous remportons, c'est ce fighting spirit et cette capacité physique propre aux joueurs camerounais qui font généralement la différence. Si vous avez observé le premier match contre la Guinée, à la 45e, 50e minute, les Guinéens étaient totalement fatigués. Mais le Cameroun n'a pas pu exploiter son avantage. Nous avons toujours joué avec le physique et le fighting spirit. Maintenant, une équipe comme le Nigeria aujourd'hui sur cette rencontre, elle est mieux structurée, mieux organisée. Ce n'est pas toujours la meilleure attaque qui gagne un tournoi, mais c'est d'abord la meilleure défense. Et le Nigeria n'a qu'encaissé un seul but. Ça veut dire que défensivement, ils sont armés avec un gars comme Ekong Trost, le capitaine, qui est rigoureux,
et qui est bien expérimenté dans la compétition, qui est pratiquement déjà sa 3e Coupe d'Afrique. Donc ça veut dire 3e, 4e, ça veut dire qu'il est assis, mentalement il connaît la compétition comparativement à nos défenseurs qui, nous avons des novices comme on dirait Castelletto qui est le doyen, mais qui est à sa 2e CAN. Qui est à sa 2e CAN et en plus une CAN à l'extérieur. Ça veut dire que ce n'est pas la même chose comme celle qu'il a joué à domicile où on était dans un confort. On a un gars comme Christophe qui joue sa première CAN qui, quelque part, le spectre des binationaux a entouré l'équipe nationale du Cameroun parce que la plupart des gars sont des binationaux qui n'ont pas épousé le Fatih Spirit. Mais avec l'entourage, avec les anciens, avec, je dirais, qu'on le veuille ou pas, avec le vécu de l'encadrement, que ce soit administratif, c'est-à-dire le président, que ce soit aussi le staff, avec les gars comme les Kala, les gars comme les Mbouma, qui Rodoto, des anciens joueurs qui, de temps en temps, peuvent mettre une petite pression. C'est ce même don, Fatih Spirit, qui nous a permis de nous relever. Moi, je dirais donc que pour s'en sortir dans ce match, quand on revient à ce qu'on va faire, on a toujours eu à gagner une compétition. Le coach en place sait que le Cameroun a toujours la majeure partie des compétitions jouées en 3-5-2. Que ce soit le 5-3-2, que ce soit le 3-5-2, ça a toujours été notre classement favori. Donc, le Nigeria a des joueurs assez confirmés par rapport au Cameroun. Vous avez des gars tels que Iyobi, tels que les Lukman, les Moses. Je dirais donc que le Cameroun, pour gagner ce match, a intérêt à l'enflammer, à ne pas respecter l'adversaire comme ça a été le cas contre le Sénégal. Parce que contre le Sénégal, on a vu une équipe du Cameroun craintive qui a eu peur d'entrer dans les joueurs sénégalais, qui a eu peur du Sénégal. Mais on a vu dans les 10-15 dernières minutes, lorsqu'elle a voulu jouer, lorsqu'elle n'a pu respecter le Sénégal, on a vu qu'il y avait des espaces. Et je dirais donc que pour qu'on gagne ce genre de match comme aujourd'hui, ce n'est pas qui va bien jouer, mais c'est qui est bon mentalement, qui va supporter la pression et qui va courir plus que l'autre. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de capacité physique. Il faudrait que les joueurs camerounais haussent le curseur en termes de course. Parce que lorsqu'on fait le ratio qui court plus, il faudrait que le milieu de terrain Zambo fasse ce qu'il a l'habitude de faire. Qu'il court énormément comme il l'a fait. Parce que Zambo, lui il le disait tout à l'heure, c'est un gars qui a le cardio, il n'avait qu'à regarder un match. Il ne marche pratiquement jamais dans les matchs. Zambo est toujours en train de courir. Et les gens ont tendance à croire que Zambo n'ose pas le niveau. Mais autour de lui, quelle organisation doit-on mettre pour que Zambo puisse donner le meilleur de lui? C'est de ça qu'il est question. Parce que lorsque vous avez vos meilleurs joueurs, vous devez les mettre dans les dispositions pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Je dirais donc que le Cameroun a intérêt à enflammer le match. Le Cameroun a intérêt à ne pas respecter le Nigeria. Le Cameroun a intérêt à jouer avec ses qualités, qui sont les qualités physiques, et de ne pas s'enflammer. Car on n'a pas besoin de gagner 2-0, 3-0 pour passer au deuxième tour. On a juste besoin de gagner. D'accord. Junior, selon vous, avez parlé des dispositions à mettre peut-être aux côtés des joueurs ou de Zambo Anguissa. Selon vous, quelles sont ces dispositions concrètes? Moi, je dirais de le mettre au relais. Ça veut dire qu'on doit jouer avec 5 défenseurs, 3 milieux de terrain. Et n'oublions pas que, comme on aime bien, on le disait tantôt, c'est une autre compétition parce que le Cameroun récupère des joueurs qui sont des facteurs et qui ont déjà gagné la compétition. On a des joueurs comme Clinton J, on a Bodis, qu'on a dit, mais c'est un gars qui a déjà gagné en tant que titulaire. On a un gars comme Mabouakan Vincent qui représente au moins 30 à 40% de l'effectif du Cameroun. Ça veut dire que le simple fait de voir Mabouakan Vincent sur un stade, ça donne, ça remotive, ça revigore un gars comme Toko Ekambi. Moi, je dirais que mettre un gars comme Koudou aussi dans les meilleures dispositions, parce que Koudou a ce cardio pour pouvoir aider le milieu de terrain. Je dirais donc de le mettre au relais avec un gars comme effectivement
Moi, je suis d'avis, comme est un joueur comme Ben Elliott qui peut courir aussi, qui peut répéter les efforts. Parce que ce petit, qu'on n'ait pas peur, qu'on ne soyons pas craintifs. Parce qu'on a vu des gars comme Alexandre se révéler en 2008, après une défaite du Cameroun lors de la première rencontre, mais exceller lors de la compétition. Mais sans vouloir te couper, même le milieu sénégalais actuellement. Lamine Camara. C'est des jeunes. Effectivement. Et un gars comme Ben Elliott, qui est moulé dans la compétition de la Première Ligue, qui demande beaucoup d'énergie, peut apporter sa fougue, peut apporter ses courses, peut aider Zambo peut compenser. Parce qu'aujourd'hui, c'est qui va accepter de faire les efforts des autres, qui sera solidaire. Parce que ce n'est plus une histoire d'équipe sur le terrain, c'est une histoire de groupe. Est-ce que j'accepte de faire les efforts? Est-ce que j'accepte de compenser la perte de l'autre? Parce que l'équipe qui va accepter ça, le collectif qui va accepter ça, aura le dessus sur l'autre. Ça veut dire qu'on a donc besoin de mettre un gars qui va aussi faire les efforts avec un Tcham. Parce qu'un Tcham, il faut le dire, Tcham peut donner, peut courir. Il a donné le meilleur de lui qui se fatigue. Mais il est prêt parce qu'il est là depuis l'équipe nationale. Il commence déjà à s'imprégner de l'esprit de l'équipe nationale. Donc, un joueur comme Tcham, comme Ben Elliott, les deux, les Ben Elliott et Zambo, les derrière, on laisse Tcham à la sortie du bas qui peut aider. Et on nous ramène un gars comme Moubania et Koudou derrière. Oui, parce que Moubania peut aller au duel physique avec Trost. Un peu comme un target man qui crée les espaces, qui va à la lutte pour pouvoir libérer les espaces pour les autres. Il n'est pas forcément obligé d'être un buteur, mais il peut faire ce pressing, il peut aller au combat. Ce qui va libérer les esprits des autres, c'est un gars comme Ditambe. C'est ce qu'on avait compris en 2017. Il nous fallait un gars qui va au charbon, qui va faire le sale boulot pour pouvoir créer des espaces. Et ensuite, nous sommes sûrs que pour 20-25 minutes, on a des flèches comme Toko Ekambi et comme Aboubakar Vincent et Clinton qui peuvent venir s'embrouiller dans les flèches, dans les espaces laissés par la défense nigérienne après les luttes combats avec Moubania. D'accord, Ambassa Junior, merci pour ces éclaircies. Nous allons prendre une petite transition pour aller dans les coulisses de CAN. Les joueurs de la Guinée ont séché leur entraînement de jeudi dernier pour manifester leur mécontentement du fait qu'ils n'ont pas reçu de prime de qualification pour les huitièmes de finale. Loïc, quelles sont vos analyses? C'est triste. C'est triste qu'en 2024, on ait encore ce genre de problème avec les sélections africaines parce que je pense que ça devrait être le dernier des soucis. Le dernier des soucis. Mais bon, en même temps, je ne sais pas pourquoi gérer d'abord le problème de prime en pleine compétition. Parce que c'est pas bien de gérer la facture après la compétition. Peut-être ils savent que peut-être après, il n'y en aura plus. Ouais, c'est ça le problème, mais je comprends parfaitement les joueurs. Je comprends parfaitement les joueurs parce que c'est un mal qui gangrène le football depuis des années, on est fatigué. C'est des joueurs, c'est leur profession, ils vivent de ça. Donc je ne comprends pas pourquoi est-ce que la fédération à son tour devrait faillir à son engagement. S'il manifeste, ça veut dire qu'il y a eu accord, à ce niveau et ça ne se passe pas comme prévu. Et pourtant la Guinée réalise une belle compétition. La Guinée était quasiment sûre de terminer deuxième avant la rencontre, disons à quelques minutes de la fin du match face au Sénégal ou bien face au Cameroun avant que ce scénario de malade ne se produise. Mais c'est quand même, voilà, c'est décevant. C'est décevant qu'à ce niveau, en 2024, qu'on soit encore à ce niveau avec les sélections africaines. Et on aimerait vraiment que ça s'arrête. On aimerait vraiment que ça s'arrête. On aimerait voir nos footballeurs aussi être pris en considération. On aimerait voir les fédérations aussi respecter ceux-là qui se battent pour les couleurs de leur nation, ceux-là qui se battent à hisser plus haut le drapeau de leur pays. Et vraiment, j'espère que... c'est vrai que jusqu'à présent, je n'ai pas eu de dernières nouvelles concernant l'affaire, mais j'espère que ça a été réglé et que ça ne pourrira pas la préparation de ces huitièmes de finale. D'accord. Loïc, et vous, Junior, quelles sont les mesures à prendre pour pallier à ça, au problème de prime de joueurs? C'est vrai, ce sont les professionnels, c'est le gagne-pain.
Je dirais que il doit avoir la seule issue pour moi, c'est l'union sacrée. C'est de penser au milieu aux populations qu'on a laissées au pays, à la fierté, à la joie qu'on transmet aux populations. Lorsqu'on aborde la tunique, on aborde la tunique pour le peuple. Donc je dirais qu'on doit faire, puisque nul n'est patriote que l'autre, mais c'est le pays de tout le monde. Je dirais que les joueurs, mais au dernier nouvelle, je crois qu'ils ont décidé de poursuivre la compétition et avec une promesse que les choses reviendront à l'ordre prochainement. C'est l'accord qu'ils ont eu. Donc je pense quand même que ils doivent faire l'union sacrée et penser d'abord à un éventuel quart de finale qui pourra aussi générer d'autres fonds. Parce que n'oublions pas aussi, je le dis, la plupart de ces joueurs c'est le pays qui renforce la caisse. D'autres jouent dans des petits championnats, ils ont vraiment besoin de cet argent pour pouvoir, parce que c'est un gagne-pain, c'est leur profession. Quand nous savons que 60 à 65% des joueurs tombent en faillite après leur carrière, nous pouvons comprendre pourquoi les joueurs réclament leur prime. Donc, c'est là où on peut tirer quand même un coup de chapeau à la fédération camerounaise qui gère tout ça. Aujourd'hui, nous n'entendons plus de ce genre de problème. Donc, je pense que le sélectionneur Kaba, qui a été un ancien joueur, aura le discours a eu le discours pour pouvoir revigoriser les joueurs et ramener la sérénité dans le groupe guinéen. Donc la preuve, on n'entend plus parler de ça. Et ils ont poursuivi les entraînements dans un esprit serein. Donc je crois que l'intérêt de la nation a primé sur l'intérêt individuel des joueurs. D'accord. Junior, un autre sujet toujours dans le coulisses de CAN, c'est le problème dans la succession de limogeage des entraîneurs qui, on a constaté après la phase de poule, tout a commencé avec le sélectionneur gambien Tom Saintfiet. Avant ça, il y avait celui de la Tanzanie. Et aussi, il y a eu le limogeage de l'entraîneur de l'équipe du Ghana après l'élimination Chris Hughton. Et aussi Jean-Louis Gasset de la Côte d'Ivoire. Quelles sont vos impressions? Que pouvons-nous dire? Pour 90% de ces coups de limogé, c'est dû à la non-atteinte des objectifs. Donc c'est logique parce qu'il y a un cahier de charges à respecter lorsqu'on signe un contrat. Dans le contrat de ces différents entraîneurs, comme la Gambie, c'était de faire mieux que 2021 où ils ont atteint les quarts de finale. Bon, maintenant, après, pour la Gambie, je dirais qu'il y a eu des épiphénomènes avec plusieurs événements qui n'ont pas facilité leur tournoi. Et je crois que c'est une des raisons pour laquelle le coach, lui, il ne faut pas le dire, on l'a limogé, mais c'est lui qui a dit qu'il ne continuerait plus. Donc il a vu que il ne pouvait pas travailler dans ce climat. Il y a eu des problèmes de primes, l'avion qui n'a pas pu se décoller. Donc pour lui, c'est un homme qu'il faut saluer parce qu'il a abattu un gros travail avec la nation gambienne. Ici, la nation gambienne à des hauts niveaux. Pour le reste, je dirais que le Ghana, il y a une crise de gestion même au niveau de la fédération. Ça se répercute aujourd'hui sur le football parce qu'on indexe le président de la fédération d'avoir introduit des joueurs qui souhaiteraient vendre. On indexe aussi le football jeune parce que le Ghana est en pleine crise. Le Ghana était une des meilleures nations de jeunes dans le monde. Aujourd'hui, ils ont régressé. Ils ont réussi parce qu'il y a des problèmes infrastructurels, un problème de management de la fédération. C'est la preuve qu'il y a une grosse crise parce que ça fait deux CAN, ils n'arrivent pas à performer. Ils sont arrivés au mondial, ça a été la dégringolade totale. Ils sont restés constants dans les résultats médiocres. Donc, je crois que les résultats n'ont pas été atteints. Hormis Gasset,
Gasset, je pense que la pression qu'il a vécue, parce que Gasset, la Côte d'Ivoire allait au deuxième tour, mais la pression qu'il a reçue après la défaite contre la Guinée, il n'a pas pu supporter mentalement. Et aussi, là, je dirais que la fédération a cédé à la pression, populaire de la population, parce qu'Ibrahim Diallo, il faut aussi le dire, était un peu contesté pour ces élections, lors des élections de la fédération, au détriment d'un monsieur comme Drogba. Donc, ils ont jugé opportun donc, comme un accord entre Gasset, lui, qui a vu que la pression était énorme, les gens ont subi une très grosse pression avec des menaces, et le président de la fédération qui, ne voulant pas se mettre à dos la population, et sachant les tensions politique qu'il y a actuellement dans ce pays avec les élections prochaines qui arrivent, on ne voudrait pas de soulèvement en connaissant que le pays est sujet à des faits politiques constants. Donc je dirais qu'ils ont cédé à la verdict populaire, ils ont préféré mettre un terme au contrat de Jean-Luc Gasset. Mais pour le reste, c'est le cahier des charges qui n'a pas été atteint. Ils n'ont pas atteint les objectifs et ils ont été limogés. D'accord, merci Junior. Et vous, Loïc, avant que vous ne reveniez sur la succession de limogeage et d'entraîneurs, il y a aussi 2 entraîneurs qui n'ont pas été limogés, qui, après les défaites, après les éliminations, ont quitté la Coupe des Nations. Il s'agit de l'Algérie et de l'entraîneur également de la Tunisie. Pouvez-vous nous dire? Pour l'Algérie, pour moi, c'était la décision logique. C'est une décision logique parce que l'Algérie est une équipe qui est restée coincée en mars 2022. 25 mars 2022 à Blida. C'est une équipe qui n'a jamais pu se remettre de cette désillusion. Et ça s'est répercuté sur tout ce qui s'est produit après. C'est-à-dire que CAN 2022 au Cameroun, disons CAN 2021, disputé en 2022. Voilà. Il y a eu cette CAN. On est quand même à la deuxième élimination consécutive dans une phase élimination, disons dans une phase finale de CAN en phase de poule. Ça reste une grosse contre-performance du football algérien, surtout qu'on sait l'année, disons la période de 2019-2021 que cette équipe est régnée en maître sur le continent africain. 35 matchs consécutifs sans défaite. Ça a été l'une des plus belles séries jamais réalisées dans l'histoire du football. Il n'y a que quelques rares nations qui ont fait mieux. Donc, vainqueur de la Coupe arabe encore en 2021, l'Algérie marchait carrément sur l'eau. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une équipe qui est restée coincée. Le fantôme de Blida est encore dans les têtes. Et Djamel Belmadi n'a jamais pu remobiliser ses troupes. Et on a vu avec ce fiasco, pour moi c'est un fiasco, un échec total. En Côte d'Ivoire, c'était vraiment la décision logique parce que j'ai l'impression que cette équipe avait besoin d'un nouveau souffle. C'est une équipe qui a besoin d'une nouvelle dynamique, a besoin d'un nouveau discours parce que c'est un cycle qui se termine. Il y a également 5 à 6 joueurs cadres de cette équipe qui ne sont plus au niveau. Je veux parler de Riyad Mahrez, je veux parler de Islam Slimani. Tous ces joueurs, pour moi, font partie de l'histoire de l'Algérie, mais je pense qu'il est temps d'aller de l'avant. Parce qu'il y a également une autre génération de joueurs. Il y a Houssem Mawa qui a récemment rallié cette équipe d'Algérie. Il y a des joueurs aussi comme Ryan Aïd Nouri, ce latéral gauche aussi qui est exceptionnel. Donc il y a une jeune génération aussi qui est là derrière, qui pourrait faire le job. Mais cette transition a été mal gérée et les répercussions se sont vite senties. Donc pour moi, l'éviction ou bien la démission de Djamel Belmadi, c'était la décision la plus logique qui soit. La Tunisie également, ça fait quelques années. Ça fait quelques années, la Tunisie s'en tourne par rond. La dernière CAN également, ici au Cameroun, même si l'équipe est quand même arrivée en quart de finale, je crois a éliminé le Nigeria. A éliminé le Nigeria, mais s'est fait sortir par le Burkina Faso. Donc l'équipe après la compétition, s'est également débarrassé de l'entraîneur. Donc, il y a tellement de choses qui ne tournent pas rond avec cette équipe de Tunisie depuis. C'est l'inconstance. Et puis, le sélectionneur, disons l'ex-sélectionneur Kadri, a eu une déclaration qui est pour moi énigmatique. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette tanière où il a dit il préfère retourner en France, s'occuper de son restaurant. Il veut sortir de tout ça.
Je ne sais pas de quoi il parle, je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette tanière, je ne sais pas ce qui s'est véritablement passé chez les Tunisiens, mais ça sent le... Il y a eu tension par exemple avec la fédération, je suppose que le joueur n'a pas été, l'entraîneur n'a pas été dans de très bonnes dispositions, surtout qu'on sait qu'il y a aussi des joueurs comme Hannibal Mejbri. Hannibal Mejbri qui est l'une des plus grandes promesses par exemple du centre de formation de Manchester United, qui a refusé de venir jouer la CAN, alors qu'en 2022, il était au Cameroun avec cette équipe. Je ne sais pas ce qui explique ça, je vais dire cette volonté de ne pas revenir. Peut-être il y aurait des choses qui se passent dans cette sélection qui seraient à l'origine du refus de certains joueurs, ou bien qui causeraient tout ce climat de contre-performance et d'instabilité. Mais bon, il y a un nouvel entraîneur qui a été chassé. J'espère véritablement que le problème va être résolu de fond. Parce que changer d'entraîneur ne résout pas forcément tous les problèmes. Parfois, c'est l'environnement dans lequel ces entraîneurs sont. Et pour revenir aux autres entraîneurs, j'aimerais dire un mot sur l'entraîneur de la Gambie qui, pour moi, également, c'est une décision logique. C'est-à-dire qu'il a récupéré cette équipe. L'équipe n'avait jamais participé à une CAN. Et il a permis à la Gambie de participer à 2 CAN consécutives. Donc jamais avant lui, l'équipe de Gambie n'avait joué une CAN. Et en 2 ans, en 2 CAN, la Gambie a pu participer à l'édition. Et la Gambie n'a pas été ridicule. En Côte d'Ivoire, elle n'a pas été ridicule. C'est une équipe qui a joué avec beaucoup d'envie, avec beaucoup de témérité. Et on a vu qu'elle a été suffisamment forte pour créer le doute dans l'esprit du Camerounais. Donc, on voit, vous avez parlé tout à l'heure du fighting spirit de l'équipe du Cameroun. Donc, on voit que cette équipe du Cameroun a pu se sortir du piège de la Gambie grâce à ce fighting spirit. Mais je ne suis pas sûr qu'il y aurait 3 nations en Afrique qui auraient pu se sortir de ce piège. Donc, la Gambie n'a pas été ridicule. Je pense même que ce départ pourra être l'occasion à la fédération gambienne et aux autorités footballistiques de Gambie de mettre en place ou bien de capitaliser sur ces réalisations, de capitaliser sur tout ce que cet entraîneur belge a réalisé au sein de cette sélection et d'aller de l'avant. Ou bien s'il faut parler encore de Jean-Louis Gasset, pour moi je ne comprends pas. On a l'impression que la fédération ivoirienne n'y croyait plus. Parce que après son éviction, il y a eu cette qualification. Mais je suis convaincu que la fédération ivoirienne n'y croyait plus. Il se disait, oui, tout est fini, c'est pas possible de continuer cette compétition. Et évidemment, on a vu que la qualification a été actée 4 jours après, disons 3 ou 4 jours après. Et c'est une nouvelle compétition qui recommence. Moi, j'aurais vraiment aimé voir ce que ça donne. Parce que Jean-Louis Gasset est connu pour son côté rassembleur et l'équipe de Côte d'Ivoire avait eu ce petit problème avec des individualités, des joueurs comme Wilfried Zaha qui se plaignaient tout le temps. Et on a vu qu'avant la CAN, il y avait des joueurs de cette équipe de Côte d'Ivoire qui vivaient plutôt bien, qui jouaient bien ensemble. On a vu des joueurs comme Seko Fofana qui avaient refusé par le passé de revenir jouer certaines compétitions, qui sont là, tout souriants, avec des Nicolas Pepe. Et j'aurais vraiment aimé voir ce que ça donne jusqu'à la fin. J'espère que la nomination du nouvel entraîneur ou bien le changement d'entraîneur en pleine compétition ne va pas bouleverser ou bien redistribuer les cartes de cette équipe. Mais comme je dis toujours, ces phases d'élimination directe, c'est souvent une autre compétition qui commence et on n'est pas au bout d'une surprise avec cette CAN. D'accord, merci, n'est-ce pas Loïc? Avant de refermer, revenons sur la phase de poule. D'après le bilan qui s'est établi, quelles sont vos impressions? Moi, ce qui m'a impressionné, c'est, on va dire que c'est le niveau des équipes. Moi, je ne m'attendais pas à voir des matchs aussi homogènes. J'ai presque envie de dire que l'idée de favori, ça n'existe pas en contexte africain lorsqu'il s'agit de football. Parce qu'on a vu de grosses nations tomber face à de, entre guillemets, petites nations. On a vu des équipes comme l'Angola, par exemple, sortie première de sa poule. On a vu des équipes comme le Cap-Vert. On a vu des équipes comme la Gambie. On a vu des équipes comme la Guinée. On a vu énormément d'équipes comme la Mauritanie également, sorties des équipes comme l'Algérie. Pour moi, on est... Je vais le dire, je vais me jeter à l'eau. On est peut-être sur la plus belle CAN de l'histoire en termes de niveau de jeu. Et il y a eu, surtout les matchs de poule, il n'y a que 2 matchs où il n'y a pas eu de but. Je pense que c'est assez inédit parce que le football africain est souvent taxé d'un football ennuyeux. La CAN surtout, on se dit, voilà, le football africain il est tellement ennuyeux, il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de drame, il n'y a pas de suspense et tout. Mais on a eu
Vraiment, c'était un cocktail d'émotions durant cette phase de poule. Et jamais, jamais dans l'histoire de la compétition, en phase de poule, on a eu de telles histoires à raconter. Donc, je pense que la phase de poule a été très riche d'enseignements. Et c'est vraiment, pour moi, ça a été la belle fête du football africain et elle a respecté son rang. D'accord, merci Loïc. Et vous, Junior, pensez-vous également que la phase de poule était la meilleure de tous les temps? 89 buts. Ça dit tout. Contre 63 en 2021. C'est la preuve que le spectacle, il faut d'abord le dire, le football, ce sont les émotions qu'on vend. Ce sont les émotions qu'on vend. Parce que si on demande à quelqu'un qui est le plus bon match de la CAN, il vous dira Cameroun-Gambie. Parce que les émotions ont été... Il faut rappeler qu'il y a un Algérien qui a dit que le Cameroun est le producteur officiel des émotions. C'est pour ça que je dis que le football, ce sont les émotions qu'on transmet. C'est ça en réalité. Quand on parle de spectacle, c'est ça, tu pourras facilement te rappeler d'un match où il y a eu du suspense, où il y a eu des rebondissements. C'est pour ça qu'on dit que le Cameroun est premier producteur parce que le Cameroun produit des émotions à tout moment. On se souvient de la CAN 2000, on se souvient de Bida, on se souvient encore récemment de jeudi, la façon dont ils se sont qualifiés. Donc, c'est la preuve que on est passé partout. Donc, pour moi, je dirais que lorsque vous voyez une CAN prolifique, ça veut dire qu'il y a du jeu. Ça veut dire que on est sorti des stéréotypes de la défense et il y a le spectacle. D'accord, Ambassa Junior, merci. Et c'est ici que nous mettons un terme à notre émission Écho de Cannes. Junior, vous avez quelque chose à dire pour le mot de fin? Bonne chance aux Lions. Bonne chance aux Lions, c'est aventure, il faut le rappeler, vous, Loïc Foucault. Allez les Lions. Allez les Lions, c'est tout ce qu'on peut dire pour terminer cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour débattre sur d'autres sujets sportifs également.